Hold'em Masterclass numéro 50. Piéger en simulant un vol. Dans le cadre des stratégies de contre-attaque, nous allons voir un exemple en tête-à-tête où le plus gros tapis décide de faire un check raise au flop pour essayer de réduire encore plus le tapis adverse. Faire un check raise consiste à checker pour laisser l'adversaire ouvrir, puis à relancer l'ouverture ensuite. Ce coup est relaté par Doyle Brunson dans son livre « Mes 50 coups les plus mémorables ». Il est à mettre en parallèle avec la Hold'em Masterclass numéro 49, qui présente quasiment la même situation, à ceci près que le check raise est fait par le plus gros tapis. Nous nous trouvons dans un tournoi du World Poker Tour au Bicycle Club de Los Angeles en 2004. C'est la table finale et il reste deux joueurs, Lee Watkinson et Doyle Brunson. Les blindes sont de 150 000, 300 000 avec des antés de 30 000. Notre personnage est Doyle Brunson, un joueur américain de 70 ans, reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de poker de tous les temps. Nous sommes admirés pour notre expérience et notre style agressif. Nous avons abordé ce tournoi avec un état d'esprit particulier. Nous avons subi une opération grave dans l'année, nous ne tenons pas la grande forme, et en plus nous avons perdu 6 millions de dollars dans les cash games du championnat du monde WSOP. Nous sommes assaillis par un doute. Est-ce qu'il est temps de raccrocher après un demi-siècle de poker au plus haut niveau ? Dans ce coup, nous sommes gros blindes. Nous allons parler en deuxième pré-flop et en premier au flop. Nous possédons un tapis de 4,5 millions, soit à peu près les 2/3 des jetons. On note ici que les blindes sont très élevées par rapport au tapis et que jusqu'ici, les joueurs ont rivalisé d'imagination pour essayer de se maintenir à flot. Nous avons reçu la main Dame 9 à cœur. Vous constatez que c'est la 26e main sur les 169 mains possibles. Elle est donc probablement favorite par rapport à la main adverse. Watkinson paye les 150 000 manquants pour compléter le surblind, puis nous checkons. Nous pourrions évidemment relancer puisque nous possédons une main potentiellement favorite, mais ce genre de raisonnement ne tient pas en tête-à-tête, sinon tous les tête-à-tête se termineraient par des bad beats. Ici, comme nous possédons un tapis supérieur à notre adversaire, notre intérêt est au contraire de laisser venir l'adversaire sur un flop où nous sommes favoris. Pour ce faire, nous devons sembler peu menaçants, donc ne pas relancer pré-flop. Ajoutons que notre position de surblindeur nous est utile, car comme nous parlerons en premier au flop, nous pourrons faire un check raise par exemple ou laisser l'adversaire s'enferrer dans un bluff. Le flop affiche Dame, Valet, 4, Rainbow, c'est-à-dire en 3 couleurs. Un tirage à quinte est possible, mais pas de tirage à couleurs. En tête-à-tête, ce sont surtout les As et les Rois qui sont menaçants quand il y a eu relance pré-flop. Ici, il n'y a pas eu relance pré-flop, donc ce flop n'est pas spécialement menaçant. Pour ce qui nous concerne, c'est un très bon flop, car il nous donne la paire max avec le 4e kicker, le 9. Nous possédons probablement la meilleure main à cet instant. Nous checkons, Watkinson ouvre à 400 000, nous relançons à 2,5 millions et Watkinson paye à tapis. Nous avons la paire max et nous devons prendre un risque pour que Watkinson ouvre, donc courir le risque d'une carte gratuite offerte à l'adversaire. C'est pourquoi nous checkons. Cette manœuvre peut aussi pousser Watkinson à bluffer le coup. Watkinson ouvre comme nous l'attendions. Il ouvre à 400 000 aux 2/3 du pot. Nous savons qu'avec cette paire max et ce 4e kicker, nous ne pouvons pas nous permettre de payer. Il faut au contraire être hyper agressif, car si notre adversaire a un tirage à quinte par exemple, ou une petite paire, il faut essayer de lui faire abandonner le coup pour prendre tout de suite ce pot. Si nous prenons ce pot tout de suite, Watkinson y aura laissé le quart de son tapis, nous aurons alors presque les 3/4 des jetons disponibles. Et si l'adversaire veut tenter sa chance, il doit payer pour cela. C'est pourquoi l'heure du check and raise a sonné. Nous relançons à 2,5 millions, ce qui est supérieur au tapis de notre adversaire. Pourquoi ne pas miser notre tapis ? Simplement parce que comme nous voulons prendre le pot tout de suite, nous ne devons pas donner l'impression de l'arracher comme si nous bluffions. En nous contentant de relancer sans envoyer le tapis, nous avons plus de chances de dissuader l'adversaire s'il possède la 2e ou la 3e paire ou encore un tirage. Finalement, Watkinson paye son tapis. Ce coup est un coup charnière car il va aboutir soit à notre victoire, soit au doublement du tapis adverse, c'est-à-dire une situation exactement inverse du début de ce coup. La turn et la river sont un As et un 8. Watkinson abat la main Dame 3. C'est une main excellente pour nous car au flop, elle donnait la paire max à notre adversaire tout en ne lui laissant qu'un 3 pour le sauver et lui faire 2 paires. C'est de cette manière que nous gagnons le tournoi. Les 2 actions de Brunson ont été parfaites dans ce coup.
La première, quand Watkinson s'est contenté de suivre, Brunson a très bien fait de ne pas relancer. Il a préféré laisser l'adversaire voir le flop dans l'espoir de lui prendre tout son tapis après, comme cela arrive avec ce genre de main connectée. Si Brunson avait eu un plus petit tapis, il aurait dû jouer plus agressivement pré-flop. La deuxième action consiste à faire un check-raise au flop. Brunson sait que cette situation du surblind est idéale pour mener un check-raise, et dans ce cas, ce ne peut être qu'une relance hyper dissuasive. Watkinson, avec sa paire max, pouvait difficilement faire autre chose que payer, même avec un petit kicker. Brunson joue au flop comme s'il possédait la paire de valets, ce qui pousse son adversaire à payer avec sa paire max. Notez que Brunson gagne finalement grâce à son kicker. Cela vous montre qu'il est utile, d'une manière générale, de penser à ne pas jouer les mains dont le kicker est trop bas. Voyons maintenant la situation de Watkinson. Qu'il paye pré-flop peut se discuter. La main Dame 3 assortie reste faible en tête-à-tête. Il pouvait être utile soit de relancer le surblind au double, ce qui obligerait Brunson à prendre une décision tranchée, soit relancer, soit passer, ou alors préférer attendre une meilleure main. Une autre possibilité était de faire tapis pré-flop, vu qu'il y avait 330 000 de gains, soit 15% du tapis. Mais nous ignorons ce qui s'est passé entre les deux hommes dans les heures qui ont précédé ce coup. Donc nous ne pouvons pas tirer de conclusion hâtive sur le comportement de Watkinson sur un coup isolé. Doyle Brunson a battu un nouveau record en gagnant ce tournoi, car il a été le premier joueur de l'histoire à cumuler le titre de champion du monde WSOP et un titre du World Poker Tour. Mais plus important, cette victoire a remis Doyle Brunson sur les rails et lui a permis de retrouver sa confiance en lui. D'ailleurs, l'année suivante, il a remporté son 10e bracelet WSOP.